Voilà, je suis ravie qu'on reprenne tout ça et puis qu'on passe un bon moment ce soir autour d'un sujet qui est plus que d'actualité et qui en plus avait été programmé avant, depuis octobre. Donc voilà. Donc je rends l'antenne. Je rends l'antenne à Serge. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt chez l'outil. J'espère quand même en vrai parce que je trouve ça quand même plus sympa. Voilà. Merci, ouais. Merci pour la salle, pour le matériel, toute la logistique. Et merci pour ton accueil, toujours aussi chaleureux. Cette conférence, elle s'inscrit effectivement dans un cycle de 4 conférences qui a commencé en 2019, c'est sur l'année scolaire 2019-2020, ou ce qu'il en reste. Et c'est vraiment marrant parce que cette conférence, le titre, l'urgence de se relier entre les vivants dans le monde qui vient, il a été imaginé dès septembre-octobre. Et il est effectivement d'autant plus d'actualité en ce moment, on va y revenir. Alors, avant ça, déjà, je voudrais vous remercier d'être là. C'est ma première en webconférence et en même temps sur place. Donc, c'est très étrange, très, très déstabilisant et en même temps, c'est rigolo. Je vais commencer par me présenter. Il y en a qui me connaissent, mais pas tout le monde. Donc, je suis Serge Manque-Joubert et je suis à la fois guide en sylvothérapie, donc la thérapie par la forêt, et aussi facilitateur en intelligence collective. Donc, c'est à peu près le même boulot que la sylvothérapie, sauf que c'est pour les organisations. Alors, je ne parle pas de thérapie, et puis je ne m'adresse pas à des transformations individuelles, je m'adresse à des transformations plutôt collectives, et j'emmène des groupes en forêt, des groupes déjà constitués, des équipes, des organisations, des fois même plusieurs organisations en même temps, pour faire un travail de connexion à soi, entre les personnes et entre les non-humains. Alors, on va beaucoup parler d'humains et de non-humains ce soir. Et cette reconnexion, elle se fait d'abord sur le plan physique, sensoriel et émotionnel. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans la forêt ou en général dans des environnements vivants, ça peut être dans des jardins, dans des squares, en montagne, vont vivre des expériences sensorielles plutôt fortes, plus fortes que dans une salle. Et ça va créer une stimulation en général en plus, qui va être plus à l'intérieur, qui va permettre de mieux se connaître, de prendre confiance en soi, de se ressourcer aussi. Je pense que cette conférence, c'est la plus importante pour moi des 4. Depuis que je suis tout petit, c'est quelque chose qui est très important pour moi, ce dont je vais parler ce soir. Depuis que je suis tout petit, ce sentiment d'urgence, je l'ai. Et ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sentiment d'une forte déconnexion sur les 3 plans, c'est-à-dire des connexions de soi à soi, des connexions entre les humains et des connexions des humains avec le reste des vivants. Je l'ai senti depuis que je suis, je sais pas, 5 ans, 6 ans, et ça m'habite depuis toujours. Et c'est pour ça que toutes les formations que j'ai pu faire et tous les choix professionnels que j'ai pu prendre depuis un certain temps vont dans le sens d'aider les autres personnes, les autres organisations, les territoires à se reconnecter aux vivants. C'est quelque chose qui fait partie complètement de ce que j'appelle ma mission de vie. Ça ne va pas être une conférence très académique. Il n'y a pas une nouvelle théorie qui sort de là. C'est plutôt ma sauce à partir de mes lectures et de mes expériences, ce dont je vais vous parler. Je voudrais quand même qu'on s'interroge d'abord ensemble sur, sur la connexion et la déconnexion. Donc là, pour moi, être connecté, alors connecté, après connecté au vivant, je détaillerai, mais pour moi, être connecté, c'est être en relation consciente avec. Donc si je suis connecté avec les arbres, c'est que je suis en relation consciente avec les arbres. Je mets de l'attention dans la relation, je mets du soin, et voilà, je considère que c'est un sujet, c'est pas un objet, et qu'on interagit ensemble. Si je suis connecté avec des autres humains, c'est la même chose. Si je suis connecté avec moi, c'est la même chose. Et donc être déconnecté, c'est Scott Ocharner. Pour ceux qui ne connaissent pas, Scott Ocharner, c'est le père de la théorie U. Donc il y a une prestation en plus aussi pour ceux qui sont sur place, en plus de la tisane, il y a la bibliographie, vous pouvez consulter des livres.
Donc, Otto Scharmer, il a beaucoup théorisé sur la déconnexion. Et il parle des trois fractures. Il parle des trois fractures qui sont toutes trois expressions différentes d'une même grande déconnexion. Donc, il y a la coupure, la fracture. La fracture, on va commencer du plus petit au plus grand, donc la fracture spirituelle, au sens que il y a de plus en plus de personnes qui sont coupées de leur être profond, de leurs valeurs, de leur mission, de leur âme. Vous y mettez ce que vous voulez derrière. Il y a la fracture sociale, ça c'est entre les humains. Puis il y a la fracture écologique, c'est la fracture entre les humains et le reste des vivants. Alors, cette grande déconnexion, elle ne date pas d'hier, c'est juste qu'elle s'amplifie de siècle en siècle, depuis à peu près 500 ans, depuis qu'on est rentré dans l'ère dite moderne. Et ce qui caractérise les modernistes, c'est justement un truc essentiel, qui est la cause première de cette fracture, en tout cas au moins ici, mais tout va ensemble. Et ça fait 500 ans qu'une partie des humains, les modernes, donc en gros l'Europe occidentale, hein, pour faire court, a décidé d'un coup qu'il y avait l'humain et la nature. Il y a eu une séparation. C'est une séparation presque ontologique, en tout cas une séparation qui s'est enracinée tellement profondément que l'humain s'est sorti du reste du vivant. Il y avait le vivant, et puis il y avait les humains. Et puis même, il a inventé un truc. L'humain, il a dit, on va appeler ça, comment on va l'appeler? Nature. Encore plus, ouais, nature, quelqu'un a dit nature, tout simplement. Nature. Il y a eu le terme de nature qui est arrivé. Et comme il est rentré dans les mots, ça a contribué encore plus à la séparation. Puisque c'est le pouvoir des mots. Si dans votre quotidien, dans votre langage habituel, vous utilisez le terme de nature, ça veut dire que implicitement, vous considérez que c'est quelque chose qui est à l'extérieur de vous. Et moi, je fais depuis un certain temps un travail de déconstruction dans ma communication, et puis quand j'en parle à l'oral, j'essaie le plus souvent possible de ne plus utiliser ce terme de nature, parce que ça continue à entretenir cette fracture. Et pour info, il y a 4 façons, les anthropologues ont identifié 4 façons différentes de se représenter le monde en fonction des milliers de cultures qui existent dans le monde. Il y a 4 grands groupes de façons d'interagir, enfin de façons de se représenter le monde. Et ils ont classé, quoi. Et les modernes, c'est une des 4 façons. Les 3 autres, il y a la culture plutôt chamaniste, enfin animiste, et puis il y en a encore 2 autres. Mais sur les 4, il n'y en a qu'une qui distingue l'humain de la nature. Toutes les autres considèrent que l'humain est la nature. Il fait partie du vivant. Ils le remettent là, quoi. Ça, c'est un élément hyper important parce que c'est parmi les causes premières de cette grande fracture. Bon, il y en a sans doute d'autres qui viennent plus taper sur la fracture spirituelle ou la fracture sociale, mais comme tout est lié, ça a vraiment fortement contribué à cette séparation. Puis après, il y a par-dessus, il y a eu Descartes, il y a eu Pascal, il y a eu tout un tas de penseurs qui ont continué à séparer les choses. Et à séparer le corps de l'esprit, etc., à séparer les animaux des humains, les animaux étaient des machines, etc. Il y a eu, en fait, les germes étaient dans ce truc-là, et puis ensuite, ça s'est développé de plein de façons différentes. Donc là, aujourd'hui, si on veut faire un travail pour se relier entre les vivants dans le monde qui vient, il y a déjà prendre conscience de cette rupture ontologique et tout un travail de déconstruction à faire, et qu'il faut déconstruire 500 ans d'enracinement culturel de ça. Ça, c'est pas rien. Mais c'est possible, heureusement. Alors, je voudrais vous parler aussi des conséquences de cette déconnexion, parce que certains pourraient dire, bah ouais, mais on est déconnecté, et alors? Donc, il y a 3 façons d'être déconnecté, de soi, des autres humains et des autres vivants. Alors, si je pars sur le chemin des connexions de soi, et donc aussi du vivant en soi,
Parce que être déconnecté de son être profond, c'est se couper d'une partie qui est extrêmement vivante. C'est l'enfant intérieur, c'est l'âme, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui donne énormément de vie, d'énergie de vie. Donc si je suis coupé de ça, je vais pour le coup me transformer un peu en machine. Donc ça, c'est un élément important. Donc ça a créé la crise, la fracture spirituelle. Ça, j'en ai parlé. Je le remets ici, crise spirituelle. Déconnexion des autres humains. La crise sociale. Déconnexion des autres vivants. La crise écologique. Et en fait, ces trois crises conduisent à la crise systémique actuelle. Elles se relient les trois dans un grand bougli-boulga, puisqu'on est rentré dans l'ère de la complexité. Donc, quand il y a quelque chose qui marche plus bien, ça a des impacts aussi sur les autres. Et ça, c'est ce que beaucoup appellent l'effondrement. Soit en cours, soit à venir. En tout cas, quelque chose d'assez sérieux, quoi. Effondrement d'au moins notre civilisation. Et avec, ça entraîne l'effondrement de la biodiversité qui, lui, est avéré. Et puis, l'effondrement des valeurs, l'effondrement de l'égalité sociale, etc. Que parfois, il y a quand même eu 200 ans de lutte sociale qui sont en train de s'effondrer. Enfin, les acquis de 200 ans de lutte sociale sont en train de s'effondrer en quelques septennats ou quinquennats. Et cet effondrement, les conséquences, c'est énormément de douleur, de peine, de souffrance et de peur. Et c'est surtout là-dessus que je vais insister, parce que cette peur, elle alimente la déconnexion, la peur et la souffrance. Pourquoi? Parce que, alors, il y a deux choses. Soit j'en prends conscience et c'est douloureux, et dans ce cas-là, je vais avoir comme réflexe de vouloir m'en protéger, m'en couper, même inconsciemment. Donc, je vais repartir en arrière dans du déni. C'est classique, c'est un phénomène normal, hein, c'est ce qu'on appelle la courbe de deuil de la collapsologie. Donc, je vais me couper, et si je me coupe, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais augmenter la déconnexion. Je vais me couper de ce qui se passe dans le monde, je vais me réfugier dans des choses confortables et faciles. Je ne vais pas affronter la réalité. Et l'autre élément, c'est la peur. Si je pars dans la peur, bah, je vais me protéger, je vais imaginer que ça va être la catastrophe, qu'il va y avoir des luttes, qu'il va y avoir des combats, des famines, des guerres et tout ça. Et je vais vouloir me protéger, je vais me construire un bunker ou je sais pas quoi, je vais apprendre à tirer à l'arc. Enfin, il y a tout un tas de réactions par rapport à ça. Et ça va alimenter encore la déconnexion, puisque pour moi, l'autre, quel que soit cet autre d'ailleurs, ça va être une menace. Alors, il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé, dont je voulais vous parler, qui alimente la déconnexion, en plus des trois fractures de Otto Scharmer, et ça va avec, c'est la peur de la nature. Ça a été théorisé par François Terrasson. La peur de la nature. Alors ça, c'est vraiment la Bible. Alors, parmi les personnes qui sont présentes, il y en a beaucoup qui travaillent dans le milieu de l'interaction humain-vivant. Vous avez sans doute déjà lu ce livre, vous en avez entendu parler. Il théorise la chose suivante. Il dit que pourquoi il y a finalement cette fracture écologique, pourquoi finalement on a voulu séparer là, bah, ça vient quand même pas de nulle part aussi. Hein. C'est que il y a eu, depuis la nuit des temps, quelque chose de très douloureux dans notre rapport avec les autres vivants. C'était pas sûr, quand on se réveillait le matin, qu'on allait être encore en vie le soir. C'était pas sûr que nos enfants, ils allaient pas être emportés par une bête pendant la journée ou pendant la nuit, ou par une maladie. C'était la lutte, c'était vraiment la lutte, effectivement. Même si c'était une lutte qui était intégrée dans quelque chose de plus large et où l'interaction d'Homo sapiens avec les autres espèces se faisait pas que dans la lutte. Il y avait aussi tout le reste. Il y avait la coopération et c'était il y avait de la lutte et de la coopération. Sauf que bah, cette espèce de peur qui est inscrite dans notre patrimoine génétique au plus profond de nos cellules, elle est restée et on a continué à avoir peur, en tout cas au moins en Europe occidentale, de tout ce qui était sauvage. Donc peur des maladies, peur de la mort, peur de la pluie,
peur des herbes qui poussent entre les pavés et qu'il faut tout de suite désherber, peur des branches qui viennent frotter contre les balcons et qu'il faut élaguer dès que le confinement est terminé, etc. Je suis sûr que chacun de vous, vous avez des dizaines d'exemples pour illustrer cette peur qui est tout le temps là, cette peur de la nature qui se voit toutes les 5 minutes quoi, dans vos parcours. Peut-être si vous avez envie de réagir, si vous avez envie d'en citer quelques-uns. Là, j'ai donné quelques exemples, mais peut-être vous en avez aussi. L'utilisation massive du gel hydroalcoolique dès qu'il y a un peu de poussière. Ok, ouais. Ouais, éradiquer dès qu'il y a quelque chose d'un peu inquiétant qu'on ne connaît pas. Ouais, ok. Ouais, on n'a jamais autant consommé de javel pendant cette période, oui, tout à fait. Et parmi ceux qui sont en ligne, Moi, c'est la peur pas mal des sangliers qui rôdent autour de ma tente quand je bivouaque la nuit, ou de tous les bruits qu'il peut y avoir Alice nous dit la nuit. quand je bivouaque la nuit dans ma tente, c'est la peur des sangliers. Effectivement, alors là, c'est un cas extrême, je ne suis pas sûr que tous les humains ils vivent ça quotidiennement, mais ouais, je vois de quoi tu parles. Et en fait, en vrai, ils ne sont pas dangereux si tu restes dans ta tente, mais la peur, elle est quand même là. Voilà, c'est ça. D'autres commentaires ou... Oui, moi je vais dire pareil, quand je me promène, j'ai peur de rencontrer un sanglier. Quand je me promène, j'ai peur de rencontrer un sanglier, ouais. Tout est protégé dans les cours d'école pour pas que nos enfants ils s'abîment. Il n'y a plus de bac à sable. Ouais. 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 On a peur qu'ils se salissent. Exactement. Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et parmi, des fois, on s'en rend pas compte, mais ce que François Terrasson montre dans son livre, c'est que même la peur de la vieillesse et la peur de la mort est telle que nos anciens, on ne veut plus les voir, on les cache. On les met... Et alors là, pendant cette période, ça a été encore un feu d'artifice par rapport à ça. On les laisse même carrément mourir sans s'en occuper, quoi. Parce que c'est du sauvage, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ce qui veut dire derrière tout ça, en fait, c'est que les peurs qu'on projette sur le monde extérieur par rapport à cette peur du sauvage, c'est juste des projections de notre peur, de notre propre inconscient. Et c'est là que ce bouquin est très fort. Et c'est que tant qu'on ne sera pas dans l'accueil de ce qui est le plus inconfortable et inconscient et dérangeant à l'intérieur de nous, on va continuer à projeter sur l'extérieur notre peur de la nature. Donc là, ça invite à un énorme travail pour aller regarder nos ombres, notre inconscient. Et plus on va le faire, plus je vais le faire, je parlais en jeu, plus je vais le faire, moins je vais projeter ma peur sur l'extérieur, que ce soit la peur des autres ou la peur de la nature. Ça, c'était important comme dans les éléments qui viennent alimenter ce cercle vicieux. Alors, c'est un cercle vicieux et c'est embêtant, mais comme tous les cercles vicieux, l'avantage, c'est que ça peut s'inverser. Si on commence à faire un travail tous ensemble de reconnexion, ça va nous emmener au contraire de l'effondrement, qui est la résilience. C'est toute la thèse, c'est avec un X, pardon, c'est toute la thèse de Pablo Servigne dans Une autre fin du monde est possible. Et il n'est pas le seul, c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'éco-psychologie de Johanna Messi. Les 2 livres, je vous les montre, ils sont là pour ceux qui sont à distance. Ces 2 livres sont des bibles aussi, sont des bombes atomiques incroyables. Ça fait énormément de bien de les lire. Surtout si, avant d'avoir lu celui-là, vous avez lu Comment tout peut s'effondrer. Ça, c'est l'antidote par les mêmes auteurs, mais voilà. Et ça, dans tous ces livres-là, c'est toujours la même thèse qui revient. C'est la seule façon de continuer à arriver à vivre avec la perspective de ce qui arrive, c'est de faire du lien, de faire du lien, de faire du lien. Avec soi, avec les autres vivants, avec les générations passées, avec les générations futures, avec tout ce qui nous dépasse. Et c'est ce qu'on retrouve donc dans le travail qui relie dans l'éco-psychologie. Et c'est ce qu'on va retrouver dans Une autre fin du monde est possible, où il brosse tout un tas de manières de se reconnecter, de créer des communautés de vivants, pas que des communautés humaines, pour créer de la résilience. Résilience à toutes les échelles, à commencer par soi-même. Parce que la reconnexion à soi, alors, je vais faire 3 flèches, comme tout à l'heure.
Donc, il y a soit les humains et les vivants, les autres vivants. C'est déjà une simplification, ça, hein, mais bon, on va simplifier. Si je me reconnecte à moi, et je fais un truc énorme, parce que je reste centré sous l'orage. J'écris tout petit, donc pour ceux qui sont à distance, c'est évidemment pas lisible, mais voilà. Et donc même si je sais qu'on va vers un monde à plus 5 degrés, un monde où il y a 90% de la biodiversité qui va disparaître, même si je sais qu'il y a tout ça qui est là, si j'arrive à rester connecté à moi, je peux rester centré et me dire, OK, quelle personne j'ai envie d'être dans ce monde qui vient. Chaque jour suffit à ma vie et chaque jour est un bonus. Et voilà, je suis dans le présent et voyons ce qui arrive, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation et d'un vivant qui revient une fois que le deuil a été fait. Même si ça ne se fait pas comme ça. Hein. Avec les autres humains, bon, bah là c'est génial parce que je crée directement des communautés, de la solidarité, de la coopération. Donc ça c'est parfait pour la paix et pour la résilience des communautés humaines. Et puis si je me reconnecte avec tous les vivants, ça va m'amener des systèmes productifs intégrés. C'est la permaculture, quoi. La permaculture, dans permaculture, il y a perma, c'est-à-dire c'est une agriculture qui permet de faire en sorte que le système productif en question soit le plus durable qui soit. Donc là aussi, c'est ça qui va créer de la résilience. Alors, donc ça c'est de la théorie encore. Comment on fait pour faire ça? Il y a plusieurs choses. Et c'est là que, en tant que guide en sylvothérapie, je me sens légitime pour vous en parler. En fait, pour se reconnecter à ces trois éléments, soit aux humains et aux vivants en général, il y a deux grandes façons de faire, d'après moi. Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. Mais en tout cas, il y en a deux que je connais bien et que j'ai envie de vous partager. Il y a la sylvothérapie et l'écopsychologie. Donc, j'avais commencé à vous en parler. Alors, juste pour savoir, qui a déjà entendu parler d'écopsychologie? D'accord? Et parmi vous, alors là, oui. Ok, bon, je dirais un tiers d'entre vous. Donc, je vais prendre un tout petit peu de temps pour détailler. Donc, dans le début des années 80, il y a une psychologue qui s'appelle Joanna Macy, une américaine, qui a commencé à co-construire avec des partenaires à elle, des collègues, à co-construire des manières de se reconnecter au vivant, justement, et surtout des manières de traverser les émotions qui sont en rapport avec ce fameux effondrement. Alors à l'époque, c'était l'époque de la fin de la guerre froide. Il y avait deux grosses frayeurs dans les communautés qui avaient un certain niveau de conscience, qui était la peur de la guerre nucléaire et la peur de l'effondrement écologique. Parce que dès le début des années 80, il y avait beaucoup de gens déjà qui voyaient ce qui arrivait. Et le problème, c'est qu'ils étaient au stade où ils étaient conscients du danger, conscients de la perte, mais ils ne savaient pas comment la gérer. Parce que prendre conscience que, par exemple, il y a 90% des espèces vivantes qui vont disparaître, il faut quand même arriver à l'avaler et à le digérer, quoi. Et c'est pas évident et ça crée tout un tas d'émotions difficiles à traverser. Et Joanna Macy, avec l'écopsychologie et tout ce qui est derrière, la pensée l'écologie profonde, qui a été théorisée par d'autres avant elle, elle a mis en pratique des processus, elle a proposé des processus, des rituels pour pouvoir aller plonger dans ces émotions et toucher l'impuissance,
toucher vraiment le sentiment d'un moment, parce que c'est ça le pire, c'est se sentir impuissant. En fait. Et à un moment, il faut toucher ce sentiment d'impuissance, vivre ça, sentir les émotions qui vont avec, peur, colère, tristesse, culpabilité aussi, honte, épuisement, découragement. Et puis, une fois que ces émotions elles ont été traversées, ça c'est vraiment génial les émotions, parce que c'est juste des messagers, donc tant qu'on les bloque, ils tapent à la porte comme des dingues, et tant qu'on n'ouvre pas la porte, ils tapent de plus en plus fort. Mais dès qu'on ouvre la porte, bah ok, l'émotion elle arrive, mais on la laisse passer, et une fois qu'elle est passée, il y a quelque chose qui se met en place, il y a un changement d'énergie dans le système, individuel et parfois collectif, qui va permettre de passer de la zone d'impuissance à un autre endroit, à une zone de juste puissance, ou une zone de capacité d'action. Et à partir de là, dans le travail qui relie, il y a une autre partie du processus qui consiste à remonter et à prendre conscience que déjà, je ne suis pas tout seul à avoir ces émotions, on est tout un groupe, parce que c'est un travail qui se fait en groupe. Et deux, peut-être qu'ensemble, en se reliant, en étant ensemble, on va peut-être pouvoir quand même faire quelque chose, vivre des choses ensemble et contribuer à une certaine résilience. Alors, le travail qui relie, c'est quelque chose qui se fait sur, en général, 2 jours, des fois même 3 jours. Ça peut se proposer sur 1 heure. C'est pas l'objet ce soir, parce que sinon je vous aurais prévenu, parce que même sur 1 heure, on peut faire une jolie descente émotionnelle. C'est quelque chose qui se vit, en tout cas. Donc, du coup, je vais arrêter de vous en parler. Je ne vais pas vous le faire vivre ce soir, mais je vous invite, si ça vous intéresse, pour ceux qui n'ont pas déjà vécu, à le vivre au moins une fois, parce que ça change quand même beaucoup de choses à l'intérieur. Ça permet de faire plusieurs pas sur le chemin de l'acceptation de ce qui arrive, de ce qui est déjà arrivé, de ce qui arrive. Ça permet de mieux avancer sur la fameuse courbe du deuil. Et donc la sylvothérapie, là l'avantage, c'est que par contre, je vais vous le faire vivre ce soir un tout petit peu, pour que vous puissiez le sentir. Il y a une citation que j'aime bien, que j'ai entendue récemment, qui est ce qui fait changer, c'est pas d'être informé, c'est pas le savoir. Ce qui va te faire changer, c'est que tout d'un coup, ta perception va tourner. Alain Damasio. Et je crois que c'est vraiment ça. Il faut se sentir dans son corps pour changer quelque chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un basculement, il va y avoir quelque chose. Et ça peut se produire justement en forêt. Ça peut se produire, et ça se produit au niveau du corps, ça se produit au niveau du ressenti, de la sensation. Certains, ça fait 20 ans qu'ils entendent tous les jours dans les journaux, à la télé, à la radio, tout ce qui ne va pas dans le monde. Mais pour autant, ils continuent à prendre l'avion 20 fois par an, etc., à rouler avec un 4x4, à manger de la viande tous les jours. Ils sont pas là. Pour eux, c'est séparé, justement, c'est déconnecté. Puis d'un coup, un jour, ils vont sentir quelque chose dans leur corps, en forêt ou quelque chose. Et là, paf, il y a quelque chose qui va vraiment basculer et ça ne sera pas passé par la tête. C'est ça que j'aime bien dans cette citation. Ça résume énormément ce que je propose dans mon travail. Et ce que j'aime beaucoup dans l'écopsychologie et la sylvothérapie, c'est que ça permet justement aussi ça. Ça permet d'arrêter de s'alimenter avec des informations et de plonger dans autre chose, dans le corps et dans les émotions. Alors, ce soir, ça va être soft. On va juste faire un petit travail de ressenti corporel. Et si jamais il y a des émotions qui sont là, ça sera plutôt sans doute positif. Parce que c'est ça que j'aime bien dans la sylvothérapie par rapport à l'écopsychologie. C'est que c'est doux, ça descend beaucoup moins profondément que l'écopsychologie, et ça peut être tout aussi efficace. Il n'y a pas forcément besoin d'aller se faire un grand U, c'est-à-dire une grande descente et une grande remontée au fin fond de soi-même. Peut-être des fois juste passer 1 heure et s'émerveiller devant un arbre, ça peut avoir un effet tout aussi bénéfique, et l'avantage c'est que ça aurait été moins douloureux. Donc c'est ce que j'aime dans cette approche. Alors, j'ai pas complètement bouclé le cycle, on est arrivé de la reconnexion à la résilience. Ce qui est intéressant, c'est que la résilience, elle crée, au lieu de créer de la peur, elle crée d'autres choses, elle crée un peu le contraire. C'est quoi le contraire de la peur? Ouais, alors il y a la confiance. Ouais, il y a la joie. Exact.
le courage. Alors, je mettrai avec la confiance, hein. C'est dans la même gamme. Oui, créer l'amour. En fait, dans un cœur, il n'y a pas la place pour à la fois la peur et l'amour. C'est l'un ou l'autre. Là, c'est un ou exclusif. Donc, et ça c'est fou parce que, par exemple, avec les autres émotions, la tristesse ou la colère, d'autres émotions douloureuses, difficiles, il y a la place encore. Même si, quand je suis en colère, ça va être compliqué pour l'amour, mais c'est possible d'en avoir encore un peu. Mais la peur, elle enlève tout, quoi. Elle balaye tout le champ et il n'y a plus du tout de place pour l'amour. Donc, pour moi, c'est pour ça que l'inverse de la peur, c'est d'abord et avant tout l'amour. Même si ça s'accompagne de tout ça, évidemment. Quand je suis dans l'amour, il y a tout ce qui va avec, la joie, la confiance, le courage. C'est quelque chose qui vient se reconnecter au plus profond, là aussi. C'est encore une reconnexion. Et du coup, ça va aider, ça va réalimenter la reconnexion ici. Au lieu de d'un seul coup, quand je suis là, quand j'ai fait ce trajet-là, les autres, au lieu d'être une menace, d'un coup, ça devient plutôt des alliés. Tous les autres. Moi compris. Quand je me regarde dans la glace. Donc là, il y a vraiment une inversion du cycle. Si vous avez des compléments, des questions, si vous n'êtes pas d'accord, voilà, il y a d'espace pour ça maintenant. Il y a Vasco qui nous dit c'est la notion de résilience il aimerait bien. En fait, si je comprends bien, tu aimerais bien en savoir plus sur la résilience. Oui, quelle force ça peut avoir. En quoi ça devient un moteur, quoi. C'est vraiment. Pourquoi ça devient un moteur. Ce concept-là, dans quelle mesure il vient dans le cercle vertueux, quoi. Ouais. Est-ce que, alors, dans quelle mesure il vient dans le cercle vertueux? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de répondre à cette question? Je la refais, la question. En quoi la résilience, c'est intéressant dans le monde qui vient, quoi, en fait, en gros, avec la perspective d'un effondrement dont la cause est la déconnexion. Ça permet d'accueillir, en fait. Ouais. Ok. Permettre d'accueillir ce qui est. Qu'est-ce que tu entends par accueillir S'il n'y a pas la phase de résilience, c'est beaucoup sans fin. Parfois, j'aimerais toujours faire des allers-retours, les flèches peuvent remonter. Oui, c'est ça. Oui, ça permet, s'il n'y a pas la résilience, il y a un risque que finalement on revienne en arrière et qu'on se redéconnecte. C'est ça. Donc il y a un moment où le système, il bascule vers un nouvel état, un nouvel équilibre qui assure que ça ne reviendra pas en arrière. Et là, il est résilient. Plus résilient, en tout cas. Ouais. En fait, là, vous prenez un système. Mettons le système, je vais vous proposer de prendre comment ça se dit en français, la toile d'interaction entre tous les êtres vivants. C'est un système. Et c'est un système où, quand vous enlevez une espèce, vous enlevez aussi tous les liens d'interaction que cette espèce a avec les autres espèces. Si vous enlevez un lien, il y a encore plein d'autres liens, la toile elle est solide. Enfin, si vous enlevez un point dans ce réseau, si vous enlevez 2 points, ça tient encore, il y a encore plein de fils de partout. Mais si par exemple vous enlevez 4 points dans ce réseau, ça va tenir encore, puis vous en enlevez un 5e, et d'un coup ça va tout s'effondrer. Parce que c'est des phénomènes qui sont complexes et le réseau va se détisser très vite. Et puis après, ça va aller de plus en plus vite parce que quelqu'un qui a plus dans ce réseau, après, quelqu'un qui était alimenté par 2 ou 3 fils qui le reliaient à des points qui n'existent plus, il risque de s'effondrer à son tour parce qu'il n'aura plus ces interactions dont il avait besoin pour survivre. Et donc, il va y avoir un déséquilibre et un déséquilibre qui va s'accélérer. Et comment rendre ça résilient? C'est permettre à un tel système d'arrêter de s'effondrer en identifiant par exemple peut-être les liens les plus importants, en protégeant les points les plus importants dans ce maillage, etc. Et on pourra dire que ce système est devenu résilient lorsqu'il aura atteint un nouvel équilibre où on sait que là, s'il y a encore des points qui s'effondrent, ça ne va pas être aussi terrible.
à la conscience. En fait. Dans un cas où on est déconnecté, etc., on serait dans un système et un peu comme sans conscience du système, comment ça fonctionne. Oui. Et la résilience, bah, c'est justement ces prises de conscience, moi par rapport à moi et les autres humains, moi et le vivant, qui fait que on peut agir parce qu'on est conscient de sa place, de la place des autres, d'être dans un ensemble. Donc résilience, c'est conscient. Oui, alors c'est quoi, moi j'ai envie. C'est ça. C'est ce qui fait que le système il est vivant. Quoi. Ça, ce serait le cercle de la conscience. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors que là, le cercle qui est là, c'est ce que Otto Scharmer appelle l'absencing. Là, on est dans le presencing, c'est-à-dire qu'on est présent à ce qui se passe, conscient. Et là, c'est l'absencing, c'est-à-dire qu'on va consommer énormément et on va se couper. Et plus on va être coupé, plus on va consommer, et plus ça va créer l'effondrement, etc. Je vais prendre un autre exemple pour la résilience, celui de la résilience territoriale. Aujourd'hui, les territoires, notamment en France, sont absolument pas prêts, ni à se prendre des crises sanitaires, ni à se prendre des crises alimentaires, ni à se prendre des crises géopolitiques, ni à se prendre des crises de l'eau, et encore moins une hausse de 3 degrés. Ils sont pas du tout prêts, et il y a certains territoires qui commencent à en prendre conscience. Il y a des élus qui commencent à s'organiser entre eux et à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rendre le territoire plus résilient. C'est de ce que certains appellent l'adaptation au changement climatique, mais c'est plus large que ça. C'est pas que le changement climatique, c'est une adaptation à la crise systémique globale qui est déjà là, quoi. Donc il y a des territoires qui sont en train de s'organiser pour devenir plus résilients. Alors ils identifient les vulnérabilités, les principales vulnérabilités, et ils regardent collectivement comment ils peuvent encaisser des chocs. Et un système résilient, c'est un système qui est capable d'encaisser un choc, voilà, sans être complètement effondré. Et voilà, il y a des territoires qui bossent là-dessus quand même, de plus en plus, heureusement. Et les organisations, pareil, des institutions, des organisations, des collectifs d'habitants, et c'est à toutes les échelles. Après, quelque chose, ce sera bien que ça s'effondre, ce serait bien que ça s'effondre. Oui, alors pour ceux qui sont en ligne, Audrey nous dit quand même certaines choses, ce serait bien que ça s'effondre. Et oui, mais attention de quoi on parle, on parle du vivant. Alors par rapport au vivant, voilà, dans l'effondrement qui arrive, faisons collectivement le tri pour enlever tout ce qui nous déconnecte du vivant et garder ce qui nous reconnecte. Quand tout s'effondre, il y a un avantage au moins, c'est que collectivement, on est beaucoup à pas être bien et à être dans la souffrance, dans la difficulté, et que du coup, c'est dans ces moments-là que des choses positives se révèlent et qu'on peut grandir collectivement. C'est ça un peu que tu voulais dire? C'était Claude Lorius, glaciologue français, qui disait l'homme n'a jamais été aussi magnifique que face à l'adversité. Une phrase un peu comme ça. Alors ouais, ok, c'est vrai. C'est probablement ce qui va se passer. La petite crise d'entraînement qu'on vient de vivre ensemble là pendant 2 mois avec le coronavirus, qui avait un tout petit avant-goût de ça. Il y a eu plein de choses géniales qui ont été vécues par beaucoup de gens pendant cette crise. Beaucoup de belles choses qui se sont produites. Est-ce que ça suffit pour être résilient maintenant face à la suivante, qui est la crise économique et derrière la crise climatique? Ça reste à voir. Parce qu'il y a quand même il faut une masse critique. Exactement. Il faut une masse critique de gens qui prennent conscience. La question, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on l'a pas? On l'a pas, et c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Et c'est là où je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important par rapport à apprendre à danser sous l'orage. Il n'y a pas du tout la certitude qu'on va s'en sortir. Et comment on vit avec cette incertitude, quoi. Et en attendant, la vie, elle continue. Et au contraire même, je suis responsable à mon échelle de toute la vie que j'offre déjà à travers moi et puis que je permets de faire rayonner autour de moi. Et donc, si je commence à rentrer moi aussi dans l'incertitude et dans la peur, je vais augmenter le problème.
Donc, je peux choisir, et ça, c'est un choix que je peux faire tous les jours en conscience, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, quoi. Ok, je sais que je ne suis pas sûr qu'on va sortir du jeu, mais en attendant, le jeu, il continue, et il y a des super trucs qui se passent, quoi. Et je peux contribuer à ça. Je crois qu'il y a quelque chose autour de ça. Et la sylvothérapie et l'écopsychologie vont nous aider profondément à aller toucher ça. Et il est 20h20, donc ce que je vais vous proposer, c'est un petit temps de connexion pour goûter qu'est-ce que ça fait la sylvothérapie en intérieur. Je vous propose de vous mettre là où vous avez envie d'être, là où votre corps vous dit de vous mettre, et de vous mettre debout sur vos deux pieds, les deux pieds parallèles, espacés de la largeur des épaules, bien dans votre verticalité, et de déverrouiller les genoux, déverrouiller le bassin, et puis les épaules éventuellement. Et si c'est bloqué, c'est OK aussi, hein. C'est juste une intention de déverrouillage. Redresser la tête. Rentrer le menton. Imaginez qu'il y a un fil qui part du sommet de votre crâne et qui va jusqu'au ciel, qui permet à votre corps de vous maintenir dans votre verticalité. Et je vous propose de fermer les yeux et de concentrer votre attention sur le souffle. On va commencer par expirer complètement pour faire de la place dans les poumons. J'expire, 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 j'expire. Je reste poumon vide quelques secondes et je reprends l'air par les narines tout doucement, progressivement. Je n'avale pas l'air goulûment, mais je le fais rentrer doucement dans la cage thoracique. Et je le fais rentrer encore et encore et encore dans les 3 dimensions de mes poumons. Jusqu'à rester poumon plein, quelques secondes. Et puis j'expire tout doucement. Et je vide mon corps, enfin je vide mes poumons de tout l'air qu'ils contiennent, comme si j'essorais une éponge, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Même si c'est bizarre, j'explore ce bizarre. Je reste poumon vide quelques instants et je repars pour un cycle. À chaque cycle, je prends plus d'air et plus lentement. Donc ça veut dire que je vais ralentir les cycles respiratoires. Je vais chercher les endroits des poumons où j'ai pas l'habitude de faire rentrer l'air quand j'inspire. Tout en bas, près des viscères, tout en haut, près des clavicules, sur les côtés, entre les côtes. Je peux même visualiser que je fais rentrer l'air dans tout mon corps, comme si mes poumons ils allaient jusqu'à mes pieds, jusqu'à mes cheveux, comme si je voulais m'envoler, mais je ne vais pas m'envoler parce que j'ai les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Et s'il y a des bâillements qui viennent, des relâchements, tout est bienvenu. Ah.
Je prends contact avec toutes les sensations à l'intérieur du corps quand j'inspire. Depuis la plante de mes pieds jusqu'à mes cheveux, en passant par toutes les étapes. Comme si je me faisais un scan. J'imagine une barre de lumière qui traverse mon corps lentement et qui remonte et qui scanne. Comment c'est dans mon corps maintenant? Il y a des zones qui sont peut-être plus ou moins fluides ou douloureuses, bloquées, chaudes, agréables, froides. J'accueille tout ce qui est là sans changer quoi que ce soit. Être connecté au vivant en moi, c'est pas changer ce qui est là, c'est juste sentir ce qui est là. Et si je sens rien, c'est déjà quelque chose. Je prends conscience que je sens rien. Et je garde la respiration active. Quand j'inspire, je prends conscience que l'air que je fais rentrer dans mon corps, que je fais rentrer dans mes poumons, il va ensuite dans mon sang et il va alimenter toutes mes cellules. Et il y a une partie de cet air qui va rester dans mes cellules et qui va devenir mes cellules. Je peux inspirer profondément avec cette conscience-là. Je fais rentrer l'air et je deviens ça. Et quand j'expire, je rends l'air à l'extérieur, je rends l'air au monde. Il y a une partie de mes cellules qui est placée dans mon sang. Ce sang est passé dans cet air et cet air est reparti dans le monde. Il va peut-être être incorporé dans quelques jours par d'autres êtres vivants, plutôt des végétaux qui font la photosynthèse. Et du coup, par ce transfert gazeux de matière, je prends conscience que je suis relié profondément à d'autres êtres. Je deviens un peu eux par l'oxygène. Ils deviennent un peu moi par le CO2. C'est tout simple, c'est tout le temps, et c'est tous les êtres vivants qui ont ce fonctionnement-là. Je porte mon attention maintenant sur Louis. Je vais porter mon attention sur les sons qui viennent de très loin, de au-delà de l'horizon, ou de au-delà de mon appartement ou de ma maison, ou de mon village. Et puis, je rapproche progressivement mon rayon d'attention. J'écoute les sons qui viennent d'un peu plus près, et encore un peu plus près. Tous les sons, quels qu'ils soient. En écoutant ce que ça fait à l'intérieur de moi d'entendre ces sons. Il y a des sons qui vont plutôt ouvrir des zones de mon corps, d'autres qui vont plutôt enfermer. J'accueille tout ça sans chercher à changer quoi que ce soit, c'est pareil. C'est juste pour faire une expérience. Je garde aussi le contact avec mes pieds au sol et avec ma respiration. Et ce sentiment de lien par la respiration avec de nombreux autres vivants. Je vous propose maintenant de visualiser un être vivant, quel qu'il soit,
Et alors, ça peut être un être vivant au sens large, hein. Dans, dans mon approche, les pierres sont des êtres vivants, les planètes, les étoiles, les rivières, les forêts, tout ça sont des êtres vivants. Donc vous pouvez vous connecter à un en particulier qui est important pour vous maintenant ce soir. Ça peut être un humain aussi, bien sûr. Ça peut même être vous-même. Et prenez le temps de le rencontrer, d'aller le voir, visualiser mentalement à quoi il ressemble ce soir. Qu'est-ce qu'il fait? Dans quel environnement il est? Quelle est son humeur? En même temps que vous faites ça, gardez bien le contact avec vos pieds et avec la respiration. Qu'est-ce qu'il fait? Dans quel environnement il se trouve? Quelle est son humeur? Puis vous allez vers lui, vous vous rapprochez. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec lui maintenant? Est-ce qu'il a quelque chose à vous dire? La réponse ne va pas venir forcément sous forme de mots, mais soyez bien à l'écoute de vos sensations dans votre corps, des pensées qui vous viennent et des émotions qui sont là. Et souvenez-vous du scan que vous avez fait tout à l'heure. S'il y a des sensations différentes dans votre corps, peut-être que ça parle de ce que cet être vivant a à vous dire maintenant. Respirez. Peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose à dire à cet être. Prenez le temps de le remercier. Prenez le temps de revenir ici et maintenant en faisant 3 grandes respirations. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez rouvrir doucement les yeux, prendre contact avec l'environnement qui est autour de vous, que ce soit à l'outil ou que ce soit chez vous. Vous pouvez remettre votre caméra, revenir parmi nous et prendre contact visuellement les uns avec les autres si jamais il y a d'autres personnes avec vous dans la pièce. Et vous pouvez les regarder s'ils ont les yeux ouverts et leur dire « Je te vois juste avec le regard, je te reconnais en tant que vivant, en tant qu'humain, ici et maintenant. » Vous avez eu un avant-goût de sylvothérapie. Si jamais vous avez eu des interactions importantes avec un être, bah, c'est très précieux et gardez ça comme un cadeau. Et vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vous pouvez le refaire quand vous voulez. Il suffit juste d'un temps de centrage et puis ensuite d'aller voir. S'il n'y a rien eu, c'est complètement OK aussi, bien sûr. Tout est bienvenu. Bah, c'est bientôt la fin. Alors, il y aura un temps de questions-réponses informelles. Là, pour le coup, je pense que je vais le faire que avec ceux qui sont présents.
je vous propose une tisane, une infusion de tilleul, des fleurs de tilleul cueillies aujourd'hui même, cet après-midi. Elles sont toutes fraîches. J'en laisse une dehors pour que vous puissiez les sentir. Et il faudra attendre 10-15 minutes que ça infuse, donc ça va être le temps des questions-réponses, c'est parfait. Et donc, pour ceux qui veulent quand même être en connexion avec ce temps, vous pouvez vous faire une tisane de tilleul. J'espère que vous avez ça chez vous. Et sinon, n'importe quelle tisane fera l'affaire. Parce qu'à chaque fois, c'est des éléments de la forêt qui viennent à vous. L'intention de ça, à chaque fois, c'est d'ingérer la forêt un petit peu et de se connecter à elle aussi par le goût. À chaque bain de forêt, il y a un temps spécial à la fin dédié à ça. C'est la cérémonie du thé. C'est du tilleul de Bruxelles, c'est ce que j'ai siroté pendant toute la conférence. Ah, génial. Connexion maximale, c'est super. Ah, c'est dingue. Ouais. Et moi, j'avais une vue sur un tilleul toute la conférence. Ah bah parfait. On est dans le thème. Bah alors, s'il y en a qui ont des questions, des réponses, des commentaires, bah, du coup, que ce soit à distance ou sur place, je vais essayer de gérer ça avec le matériel. C'est bienvenu en tout cas. Hein. Bienvenue à l'interaction. Moi, j'ai un commentaire. Merci d'avoir refermé le cycle. Parce que j'ai tendance à voir la résilience un peu comme une fin en soi, sans voir qu'en fait ça referme un cycle. Je la vois plus comme quelque chose qui arrête ce qui est en train de se passer. Et c'est assez génial de voir ce cercle qui se referme. C'est beaucoup plus puissant, surtout quand on voit ce U comme des allers-retours. Par exemple, la sylvothérapie va nous permettre de remonter, d'aller vers la résilience, puis on redescend, puis on revient. Et là, tout à coup, ça fait zup, et au lieu de faire comme ça fait wouh. Et j'ai oublié de vous parler de deux penseurs importants par rapport à la connexion avec le vivant. Il y a Bruno Latour, qui est le philosophe de notre temps, clairement. Il a beaucoup pensé la notion de modernisme et d'habiter la Terre d'une façon plus durable. Et voilà. Il y a un livre de Bruno Latour qui s'appelle « Nous n'avons jamais été modernes » et qui permet vraiment d'aller dans la profondeur de comment, en fait, on est tous reliés et tous les autres vivants sont des sujets, ce ne sont pas des objets. C'est vraiment très intéressant. Et puis il y a la pensée aussi de Baptiste Morisot, qui a écrit La trace animale, qui a beaucoup inspiré Damasio pour le furtif, pour ceux qui connaissent, qui est un philosophe et qui a développé le concept de cosmopolitesse. Et être cosmopolite, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, que je mange, que j'achète un objet, que je construis une maison, que je prends ma voiture, je prends conscience de tous les êtres qui me permettent de faire cette action. Et j'ai la gratitude pour eux. Et si je suis dans cette attitude-là, le plus souvent possible, je suis cosmopolite, c'est-à-dire que je suis poli avec je suis reconnaissant, je suis dans la considération avec tous les autres vivants. Et ça met dans un état intérieur d'ouverture du cœur et qui va augmenter la connexion non seulement à tous ces vivants-là, mais aussi à moi en général. Et ça, c'est vraiment un concept intéressant. Serge, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, Alice. J'ai une petite, un truc qui m'est venu, une pensée pendant la conférence que j'aimerais bien partager, qui est en fait une émotion que j'ai souvent en ce moment par rapport à ce qui se passe au niveau écologique, où en fait, ce qui me questionne un peu dans le travail qui relie, c'est un peu tout ce truc d'accueillir, d'accepter ses émotions. Bon, évidemment, c'est une base pour moi, mais d'un autre côté, des fois, je me dis que la colère aussi permet les sentiments de tristesse ou d'impuissance sont aussi des énormes forces d'impulsion, de lutte, quoi. Et je me rappelle
d'un livre là qui s'appelle Deep Green Resistance, où il parle vraiment de manière dont on peut aujourd'hui se mettre en lutte écologiste pour faire bouger les choses et dire mais en fait si on fait que être dans le positif et dans ça va aller et de comment dire de transformer nos émotions plus difficiles à vivre en des choses peut-être plus douces, bah on se prive aussi de cette énergie de la colère et que la colère elle est vraiment aussi légitime pour agir quoi. Ouais. Et voilà, sans non plus être dans un truc manichéen ou quoi, mais juste des fois j'ai un peu du mal avec ces mouvements-là qui mettent tout en mode il faut que ça soit calme, doux, positif. En fait, ce qu'on vit, c'est vraiment tragique, quoi, et c'est gravissime. Et j'ai pas non plus envie de lisser ça et ces émotions-là, quoi. Il y a des gens aussi qui disent, bah ma dépression que je vis en ce moment à cause de ce qui se passe, bah j'ai pas envie de la taire et de la soigner tout le temps, quoi, parce que c'est à la hauteur de l'immensité de la perte qu'on est en train de vivre, quoi. Donc voilà, j'avais envie de partager cette réflexion. Merci Alice, ouais, c'est important ce que tu dis. Le plus important, c'est d'être en connexion avec ses émotions. Si je refoule ma colère ou si je mets sous le tapis mon éco-dépression, je vais me couper du vivant en moi. Ce qui est vivant en moi, c'est de la colère et de l'éco-dépression. C'est effectivement important d'aller regarder ça. Ce que je disais juste, c'est que si je les regarde et que vraiment je leur laisse de l'espace, il y a quelque chose qui va se transformer. Et peut-être que c'est quand même intéressant que ça se transforme, parce que si je pars dans le monde pour changer des choses depuis un endroit de colère pas encore vraiment transformé, je risque d'alimenter le cercle de tout à l'heure qui ne va pas dans le bon sens. Ça. Je risque de créer de la déconnexion supplémentaire, même si ce n'est pas mon intention. Mais si je suis vraiment centré et que j'ai accepté tout ce qui se passe, et que depuis cet endroit d'acceptation, je me dis ce que j'ai à faire moi maintenant, c'est d'empêcher ce qui est en train d'arriver. Et que pour l'empêcher, il va falloir quand même un petit peu trouver de la colère, mais c'est plus pour changer les choses parce que ça ne me convient pas, c'est pour changer les choses parce que c'est ce que j'ai à faire. Ça va pas dégager la même chose en face. Ça va plutôt être dans le cercle connexion, résilience. D'ailleurs, mes interlocuteurs, même si c'est des mecs qui conduisent des machines, qui font des coupes rases, qui s'abattent des arbres, qui sont super précieux pour moi, si je suis vraiment dans cet endroit-là d'acceptation et en même temps debout dans mes bottes pour dire non, on ne fait pas ça, je vais rester en connexion avec eux. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important dans les luttes écologiques à venir, c'est que les personnes qui continuent à faire le cercle d'avant, à abîmer, à créer de la déconnexion, si moi je suis déconnecté de ces personnes, ben, je participe à cette déconnexion. Et ça, c'est vraiment important de retrouver la connexion avec eux et de se mettre devant les machines, mais en même temps avec de l'amour pour ces personnes. C'est pas évident, c'est super difficile. Je crois que c'est une belle invitation. Ça te parle ? Oui, ça me parle. Ouais. C'est juste que c'est des questionnements que j'ai en ce moment sur les différentes tactiques qu'on peut avoir entre des moyens très non violents et effectivement de lien avec ceux qui commettent des destructions ou ceux qui ont les ordres de le faire, et en même temps d'autres tactiques, d'autres approches. Et voilà, je pense que ma question reflète des fois ces dilemmes que je peux avoir. Voilà. Je me sens plus, moi, à ma place en faisant des bains de forêt et en emmenant des personnes vivre des temps de connexion et d'émerveillement. Parmi ces personnes, parfois, il y a des chasseurs ou des pigeons, j'en ai vécu. Et là, je suis en train de faire le job. Là, ça me waouh, j'ai une émotion qui monte même, parce que c'est. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est juste quand je fais ça. Beaucoup plus que si je devais m'opposer à des trucs. C'est l'énergie du oui, alors que dans l'autre cas, c'est l'énergie du non. Je dirais même que c'est l'énergie du pour, et l'autre cas, c'est l'énergie du contre. Ouais. Et du coup, il y a une. Enfin, ça revient au même, mais je pense que c'est quand même. Alice. Ce qui me vient aussi dans ce que tu dis, c'est que ce qui est intéressant, c'est que cette énergie, en fait, cette colère amène une énergie
Mais effectivement, si elle est vécue d'un point de vue de l'amour, ça peut donner des ailes. Enfin, c'est-à-dire que il n'y a rien à. Tout dépend à quel escient on va utiliser, j'ai l'impression, cette énergie-là. Et que si on le fait passer par le faisceau de la colère, ça peut risquer effectivement d'alimenter le système. Si la même énergie exactement, elle passe par l'amour, eh ben, on transforme du coup des choses on les rend différentes. Et c'est vrai que c'est... Excusez-moi, on a un problème technique de thermos en même temps. Et enfin bref, je rejoins tout à fait votre... Ça faisait écho à quelque chose que je vis et je pense qu'effectivement, il y a vraiment des belles choses à vivre en nous une fois que c'est transformé. Et en fait, l'élan, l'énergie de base, elle est la même en fait. C'est comment il va se transformer. Voilà, ça m'a évoqué ça. Non, en fait, il n'y a rien à faire. En fait, c'est l'énergie du guerrier sacré. C'est-à-dire que il y a besoin de la colère pour être dans cette énergie-là. Il y a quelque chose de supérieur. Et c'est là où je dis que colère et amour peuvent cohabiter. Et s'il n'y a plus que de la colère, ça devient l'énergie du barbare. Et même si c'est un militant écolo, il devient un barbare. C'est pas OK. Et la sylvothérapie, ça peut vraiment... Alors ça peut, hein, c'est pas, ça doit pas, ça peut amener à une forme de sobriété, à une forme de décroissance, à une forme... Quand on sort de 3 heures de sylvothérapie, on n'a pas envie d'aller dans les magasins. Ça, c'est déjà, c'est déjà beaucoup. Donc si on fait beaucoup de sylvothérapie, il y aura peut-être beaucoup moins de gens dans les magasins. Je ne sais pas. Non, mais ce sont des petites gouttes comme ça, mais c'est hyper puissant. Ouais, exact. C'est plein de petites gouttes. Et je vous remercie tous d'être là parce que vous allez chacun faire votre petite goutte. Et c'est ça qui compte en fait. Peu importe le résultat, ce qui compte c'est le processus. Faisons des gouttes et puis voyons ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous en pensez? L'océan est constitué de milliards de gouttes dans l'océan. Et puis même si on remplit une petite mare, au moins on aura chez chacun notre goutte. Alors je crois que ça va vraiment être le temps de se déconnecter, en tout cas au moins au niveau virtuel. 21h pile, d'accord. Et juste pour les nouveaux, ceux qui sont arrivés en cours de route, j'expliquais au début que c'était une conférence en participation consciente. Et que sur le lien WizEvent, vous pouvez encore l'utiliser pour payer et donner ce que vous voulez à cette conférence. Voilà, merci à vous, merci beaucoup. J'étais super touché d'être en lien avec vous ce soir. Et puis aussi avec vous ici présents. Et l'avantage avec vous, c'est qu'on peut encore continuer un petit peu à boire le thé. Et à bientôt. À bientôt à certains, certaines. Et à bientôt à tous en général. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.